Pas de bagnole. Les bagnoles, c'est plus court. On est juste 16. Donc on fait l'appel, s'il vous plaît, on va démarrer la séance. Alors Jean-Luc Blair, Voilà. Michael, Michel Rodriguez, Présent. Yves Toussaint, Présente. Vincent Coé, pouvoir Paul, Anis Segor-Moutel, André Pierry, Présent. Ursula Auger, Maurice Joly, Présent. Michel Blanchard, Présent. Chantal Chota, Christophe Poirier, pouvoir moi, Cassandre Métayer, David Coléo, Marie-Laure Coupez, Caroline Herbert, Nathalie Gru, Jean-Yves Blandin, Annick Rouxel, Claude Sarrazin, Monique Allot, Jean-Claude Oran, Isabelle Hamon, pouvoir Chantal Chotard, René Carletto, Présent. Antoine Lejoncourt, Élie Debré, Jean-Claude Guis, Pouvoir. Michel, Anne-Céline Easgo, Yves Roussel. On a le pouvoir, le quorum, pardon. Anne-Céline a l'air d'être là. Comme Non, c'est On a fait une transmission. C'est pas la tête. C'est bon? Oui, Tout le monde a été appelé? oui. D'accord. Donc il faut un secrétaire de séance, s'il vous plaît. Yvette. Ensuite, il y a le procès verbal de la séance du 4 février que vous avez reçu. Et il faut adopter. Voilà. Pas de remarques? Non. Ensuite, on passe aux délibérations d'aujourd'hui. Vous avez les déclarations d'interdiction d'indigner, comme d'habitude, là, qui sont en annexe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En particulier. Je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant sur les déclarations d'aliénés. Ça concernera le. Comme on parle depuis un moment, le restaurant de Samar. Il faut qu'on regarde de près. Mais pas avant. Ce qu'on fait. Parce qu'il est plus, il est maintenant sur la zone, hein, le parc d'activité. Ensuite, non. Quand je dis s'il est à vendre, qu'on soit vigilant. Je dis ça aussi pour. J'ai déjà dit d'ailleurs au service technique. Ça peut être intéressant parce que c'est bien placé. Comment? Ensuite, le premier point, vous avez l'acquisition de la parcelle des 532, donc c'est à la Croix-Logier, en face le multi-accueil, on avait cédé vendu une parcelle pour l'installation du projet AGV, là, et c'était des résidences pour personnes âgées, il y avait 16 logements, et en fait, ils ont renoncé au projet comme ils ont renoncé à 150 projets sur le plan national parce que j'avais fait trop de choses en même temps, ils n'avaient plus la trésorerie nécessaire, les banques ne les suivaient plus, donc on rachète le terrain. Au prix, ils nous l'ont vendu, et on l'avait vendu, on a rajouté les indemnités d'éviction, parce qu'on a payé des indemnités d'éviction, et en fait, on a un accord sur le montant qui est indiqué là, 53 842, comme ça, on récupère tout l'ensemble. Vous avez la chaudière bois qui est sur ce périmètre là aussi, le groupe scolaire au fond. On voudrait savoir ce qu'on y fait et ce qu'on veut y faire. On avait prévu un terrain, mais il n'y avait pas besoin de tout ça pour l'autisme, là, le centre des autistes. A priori, ça n'avance pas, mais ce n'est pas le fait de l'association. Le conseil général que j'avais rencontré avec eux, d'ailleurs, était sur le principe d'accord, c'est l'ARS qui ne suivait pas en financement. Et donc, on avait écrit à l'époque aux dirigeants, aux bénévoles de l'association, là, qu'on récupérait ça, puis d'aventure, s'ils avaient un projet qu'on mettrait à disposition d'un terrain. Voilà.
Donc là, c'est pour vous donner le contexte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des questions ou pas? Donc, on rachète pour pas que ce terrain aille ailleurs. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Merci. Donc, on passe au point suivant, Michael. Alors le dispositif argent de poche, c'est un dispositif que vous connaissez, hein, puisqu'il est proposé par la ville de Guerre depuis quelques années maintenant, hein, un petit rappel. Il s'adresse à des jeunes de 16 à 18 ans pour réaliser des petites missions sur le territoire, au sein de la collectivité. Donc l'objectif, hein, de trouver un premier petit boulot, donc à un âge où les propositions sont bien évidemment rares, de découvrir les métiers de la ville de Guerre, de découvrir le travail en équipe, de s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie et de valoriser leur image aux yeux des adultes. Voilà. Donc, on vous propose de renouveler ce dispositif toujours dans les conditions qu'on applique depuis tout le temps d'ailleurs. Hein. Donc, signature d'un contrat. Donc, on limite les candidatures aux résidents de Guerre. Hein. Les interventions des jeunes donc, sont sur des créneaux de 3h30 par jour. Hein. Voilà, c'est sur des demi-journées. Donc, qui inclut 30 minutes de pause et on limite à 5 demi-journées par jeune. La période donc serait du 30 juin au 29 août. La rémunération, on est toujours à la même rémunération, hein, 15 € pour chaque créneau. Et chaque jeune est encadré par un agent de la collectivité. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de renouveler le dispositif dit argent de poche, de fixer le tarif à 15 € par mission de 3h30, d'inscrire la dépense au budget 2025 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce et prendre toute décision pour l'application de cette délibération. Je ne sais pas s'il y a des questions, c'est une chose qu'on renouvelle tous les ans. Si, j'ai une petite question. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un petit bilan de l'année dernière? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? On ne va pas dire qu'il y a beaucoup de candidats. Il y a des candidats. Donc le Divine, il y a surtout des candidats avec toi hein, au niveau de la communication. Pour Guerre en Fête, il y a une aide. Voilà. Olivier aussi, oui. En archivage, oui. Ouais. Donc, non. Il faut savoir que c'est les jeunes, donc ils n'ont pas tous, ils n'ont pas l'autorisation. Ouais. Non, mais pourquoi ça fonctionne. Les jeunes sont plutôt satisfaits de leur mission. En ce qui concerne vous, les encadrants, vous êtes plutôt aussi, les retours sont plutôt favorables. Hein, on a plutôt affaire à des jeunes qui sont volontaires, aidants, voilà, impliqués. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Oui, voilà. D'accord, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Merci, on va passer plutôt au point, on va voir les orientations budgétaires en accord avec Paul tout à l'heure à la fin. André, sur l'autre point, le point 4. J'ai été pris au début. Oui, pardon, le poignet, c'est fait exprès. C'est un piège. Alors, la dérive suivante concernant l'enseignement, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, sur le temps de la pause méridienne. L'objet, c'est une convention entre la ville et la direction des services académiques. L'inclusion des élèves en situation de handicap constitue une priorité et un engagement fort de la ville de Guerre, notamment dans le cadre de son projet éducatif de territoire. Conformément à la loi du 27 mai 2024, l'État prend désormais en charge financièrement l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne ou les actes liés à la vie quotidienne, dans le cadre des services de restauration ou des activités périscolaires organisées par les collectivités. En vertu de cette loi, une convention est établie entre la ville de Guerre et le rectorat de l'Académie de Rennes afin de préciser les modalités d'intervention des AESH sur le temps périscolaire. La convention annexée à la présente délibération détaille les responsabilités de chacune des parties. Alors la convention, vous l'avez en appui. Donc l'objet de la convention, c'est donc de confirmer que depuis la loi du 27 mai 2024, lorsqu'une collectivité territoriale ou un
organise un service de restauration scolaire ou des activités périscolaires sur le temps de la pause méridienne, l'État prend en charge la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement de ses élèves. Là, pour résumer, je ne vous lis pas tout, mais la présente convention qui sera signée ne régit pas l'intervention éventuelle d'AESH à l'occasion des activités périscolaires qui ont lieu en dehors de la pause méridienne. Ils ne peuvent prétendre, ces AESH, à aucune rémunération de gratification de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. C'est l'État qui les en charge. Le périmètre de l'accompagnement, le temps d'accompagnement sur le temps d'accompagnement sur le temps de pause méridienne est compris dans le service des AESH et n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire de la part de la commune. Les services du rectorat informent les communes des personnels intervenant sur le temps de pause méridienne ainsi que des enfants dont ils assurent l'accompagnement. Les horaires de travail correspondant à l'exercice de ces missions sont arrêtés par l'employeur en concertation avec la commune. Et dans l'exécution des tâches, les AESH se conforment aux consignes du responsable du service de restauration, en l'occurrence, et ou des activités périscolaires. Là, c'est surtout pour la restauration. Alors, pour votre info, nous avons 4 élèves dont les services de l'éducation nationale nous ont précisé qu'ils devaient ou qu'ils pouvaient bénéficier d'une AESH. J'en ai 4, 5 plus exactement. Nous en avons un qui n'est plus ici, qui était en attente d'un placement dans une famille d'accueil. Donc, il n'est plus ici. Et nous n'avons qu'une AESH dont le nom nous a été notifié par l'Éducation nationale. Ça veut dire que pour les autres, pour l'instant, il n'y a rien. Cette AESH doit consacrer 6 heures par semaine pour la pause méridienne. Elle accompagne une petite fille qui est de Comblaissac et qui a des gros problèmes, qui doit être accompagnée en restauration scolaire, qui est fort sympathique. Voilà, et avant, alors, cette petite et cette dame, nous l'avons quand même depuis quelques temps, c'est-à-dire que c'est la commune qui la rémunérait jusqu'ici en tous les cas, puisque l'État n'avait pas déterminé pris en charge la rémunération. Donc, quand cette convention va être signée entre le maire, la commune et le rectorat, c'est l'État qui prend en charge la rémunération de ces personnels, comme je l'ai dit. L'enfant en situation de handicap peut se trouver aussi bien dans un établissement privé que public. Oui, les seuls élèves qui nous ont été notifiés sont à l'école Schulcher. Mais si c'est une petite de Comblaissac, c'était à nous à prendre. Alors, avant. Oui, avant. Avant, en tous les cas, on a pris en compte parce que Comblaissac considérait qu'il n'avait pas à prendre en compte ce type de prestations. Mais ça ne nous est pas, ça n'a pas été, ça ne nous a pas coûté trop. Au mois de décembre, je crois que c'est environ 80 €. Voilà. C'est l'État. On s'était posé des questions. Ouais, Comblaissac. Maintenant, oui. Mais avant, non. Et l'État va payer dès lors que la convention est signée. Ça veut dire que par rapport à ce que dit René, Comblaissac a signé aussi une convention en disant qu'il met à disposition qu'il y a des élèves ici et que par extension. Oui, mais non, avant. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont intégrés là. Ouais, puisque donc, comme c'est, on ne paye rien. Non, là, dès lors que la convention est signée, on ne payera rien. C'était quelque chose qui était en attente depuis un bout de temps, mais l'État n'avait pas les moyens. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a 3 ou 4 élèves dont on nous a notifié le besoin d'une AESH. Pour autant, l'État ne nous a pas désigné d'AESH pour eux. Donc, on a une seule AESH désignée pour une élève. Pour le reste. Alors qu'il en faudrait 4.
C'est un problème de moyens, parce que les AESH, il faut les former. Les accompagnants en situation de handicap, il faut les former. Et c'est de la responsabilité de l'État. Donc, dès lors, ils doivent désormais, ils doivent les former, ils doivent les notifier normalement au regard des besoins qui nous ont été communiqués. Mais pour l'instant, on n'en a qu'une, alors qu'il y a 3 ou 4 élèves qui sont en attente. Ok. Question. Sinon, on met en voie pour la signature de la convention que vous est autorisée. Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Maurice. Donc là, il s'agit pour l'aménagement du carrefour RD 772. Donc c'est tout simplement la route de Mort. Donc ça concerne la rue du Général de Gaulle et la rue Rencontre. Donc le principe qui avait été retenu en 2024, c'est de trouver un maître d'œuvre, donc qui est l'entreprise de Quarta, et pour assurer la mission maîtrise d'œuvre, ainsi que la mission OPC, donc ordonnancement, coordination et pilotage du chantier. Donc ensuite, on avait une mission SPS, donc sécurité, protection, santé, qui a été confiée à l'agence ATE de Vannes. ATAE, pardon. Donc après différentes rencontres, parce qu'on a travaillé beaucoup avec les départements, étant donné que c'est une route départementale qui se situe en agglomération. Mais ils ont quand même toujours la maîtrise. Donc on a travaillé de multiples rencontres et multiples transmissions entre la maîtrise d'œuvre et les services techniques. Donc là, le montant prévisionnel, c'est-à-dire c'est une prévision, donc on était donc à 154 819,80 pour une première mission, et il y avait une PSE, c'est-à-dire des travaux supplémentaires, qui était de 17 582. Donc les deux se rajoutent. Donc la prestation se compose d'un lot unique, c'est-à-dire terrassement, voirie, paysage. Le délai des travaux est fixé à 7 semaines. Donc pourquoi on vous présente cette délibération? C'est tout simplement pour pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui, si on ne le faisait pas à ce conseil, on repartait sur le conseil de juin. Donc ça faisait un peu tard pour réaliser les travaux. Donc cette semaine, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse réaliser les travaux avant les vacances. Donc là, pour l'instant, vous ne prenez pas position sur les entreprises, puisqu'on a eu 4 offres de retenue. On a l'entreprise de Brocéliande TP, Eiffage, La Colasse et Eurovia qui ont répondu. Actuellement, donc, il faut revoir toutes ces offres pour voir si on rentre bien dans le cahier des charges. Donc pour l'instant, mais on donne l'autorisation à monsieur le maire ou son représentant de procéder à la consultation de l'entreprise. Ça, c'est fait. Donc là, et ensuite autoriser donc monsieur le maire ou le représentant donc pour retenir l'entreprise la mieux disante. On est bien d'accord, c'est la mieux disante, non pas la moins disante, c'est la mieux disante. Et autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Donc voilà, c'est le principe. Donc je rajoute, c'est tout simplement un réaménagement d'un carrefour et non pas un giratoire. C'est quelque chose qui se fait sur l'emprise actuelle. Il n'y a pas d'acquisition foncière. Il n'y a pas d'acquisition foncière non plus. C'est ça surtout qu'il faut bien retenir. C'est-à-dire que quand vous arriverez devant, vous tournerez comme aujourd'hui. On l'a peut-être sur. Vous sortirez pour aller vers Mour, différemment, on sera prioritaire. On l'a peut-être sur on va céder le passage en sortant. Sur la route, la nôtre. Sur la rampe ouais. Donc, je rajoute quand même les critères d'attribution. Donc, le prix, c'est 60% marché. La méthodologie, donc les moyens humains et techniques, parce qu'il faut quand même s'assurer que l'entreprise a les moyens. Et le planning, 5%. Et le but, l'objectif, c'est de réaliser les travaux avant les vacances d'été. Donc, on n'a pas à temps et c'est pour ça qu'on vous présente cette délibération. Donc, l'attribution se fera au mois de juin pour vous présenter, d'une part, le coût réel du projet, mais ça se fera donc qu'au conseil de juin. Ça s'est déjà produit sur d'autres critères. Et puis, je disais en aparté que on a délibéré, d'ailleurs on avait délibéré en retard parce qu'on aurait dû le faire à la fin de l'année. On a le droit de dépenser un quart du montant des investissements qu'on a réalisé l'année précédente
tant qu'on n'a pas voté le budget. Donc on est dans cette possibilité-là. Donc ça sera présenté également à la commission de travaux de la semaine prochaine. Très bien. Je vous invite dans votre tête à réfléchir à toutes les entrées de ville. Vous regarderez qu'on a quasiment traité toutes les entrées de ville en sécurité. Et il nous reste, comme on en a parlé aussi, ce sera discuté en commission, entre maintenant et le vote du budget, on a été sollicité sur la rue de Caëlo, qui est dangereuse, qui va vers Saint-Raoul, donc peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et le deuxième point, c'est la rue de la Roche. La rue de la Roche. On avait fait quelques aménagements, mais ça va toujours très vite. Donc il faut qu'on les corrige. Enfin moi, comme ça, en chicane, les aménagements les plus efficaces, c'est ceux qui sont sur la rue des Manoirs. Parce qu'on ne peut pas passer à deux. Et donc automatiquement, il y a une flèche rouge d'ailleurs, une flèche noire, on s'arrête. Mais si vous faites dans votre tête le tour de toutes les entrées de ville, vous verrez qu'il y a eu des aménagements de fait partout. C'est important. Ok, donc on vote cela favorablement, il n'y a pas d'abstention. Pas de vote contre. Donc sur les orientations budgétaires, Paul va prendre la parole juste un mot quand même. Vous avez tous les éléments là, vous savez qu'on doit délibérer, enfin échanger, avant le vote du budget, 2 mois avant le vote du budget sur les orientations budgétaires. Ça signifie que entre les orientations budgétaires et le vote du budget, ce que je disais à l'instant, les choses peuvent évoluer. Donc il y a une liste notamment des investissements là, qui sont indiqués, nouveaux à hauteur de 800 000 euros, et puis éventuellement des investissements complémentaires à hauteur de 200 000 euros. Il faut qu'on soit raisonnable parce qu'on a un montant d'investissement en intégrant le parc d'activités sportives là-bas, plus le valorique assez important. Donc vous regarderez aussi où il faut qu'on soit prudent, et Paul l'a été sur l'évolution de nos recettes et surtout l'évolution de nos dépenses, notamment en charge de personnel et en charge générale. En charge de personnel, je disais ça encore hier soir, la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux, la CNRACL, 3 points de plus sur 4 ans, 3 x 4, 12, pour 12 points de plus. Et si vous regardez, c'est un peu quand même problématique parce que cette caisse, elle a participé à éponger des déficits d'autres caisses. Si vous regardez sur le plan national à hauteur de 800 millions. Et donc, c'est la solidarité entre les caisses, mais c'est quand même important. J'avais noté aussi que on a donc 2 budgets annexes, vous verrez assainissement et chauffage urbain. Assainissement, on aura des travaux à faire aussi. On a fait déjà une étude sur le nord de la ville où il y a la vétusté des réseaux. Il faudra faire ça progressivement, voir comment on peut emprunter, parce qu'on n'a pas le droit de basculer du budget général des émoluments, des recettes sur le budget annexe, c'est interdit. Et puis il y a le budget de chauffe qui pose aussi problème, parce que ça tombe en panne, et donc ça oblige ceux qui sont alimentés à partir du budget de chauffe, la maison de retraite, le multi-accueil, enfin d'autres choses aussi, la piscine, à prendre leur chaudière d'appoint, parce que c'est obligatoire d'en avoir. Donc ça coûte de l'argent, donc ce sera une vraie question à se poser. Quel mode d'énergie on choisira, le gaz ou autre chose? On a les mêmes problèmes, on me disait ça cet après-midi, à la chaudière de l'espace tertiaire, on va le correct. On a une chaudière, donc ça c'est un problème. J'avais noté autrement, il faut vraiment suivre le personnel et la masse salariale. Je parlais de la CNRACL, le GFDT, les évolutions de carrière, ça on ne maîtrise pas. Et puis le contexte international et national, politique, qui est important, l'instabilité, le chômage qui a un peu tendance à croître. Alors le déficit de l'État, l'endettement, nous, ça va, Paul, on est pas mal. En matière d'endettement, il faut qu'on stabilise. Vous verrez les dotations aussi, qui sont quand même, à mon avis, on risque d'être gelés. Alors est-ce qu'on va passer dans une économie de guerre? Il faudra faire des efforts supplémentaires. J'entendais à la radio l'autre jour qu'il faut faire des économies, par exemple, sur le social, mais il y a des gens en difficulté, ils seront toujours en difficulté. Et sur les retraites, je ne sais pas si vous avez entendu,
sur le plafonnement des retraites. Donc ça, c'est quand même aussi problématique. Alors l'État dit que par contre, il faut taxer plus les richissimes, pourquoi pas. Il y aura certainement un effort de solidarité à avoir. Donc Paul et les services ont bien travaillé, on a une CAF qui se maintient à peu près. Alors, c'est vrai que autant qu'on peut, il faut parcourir à la fiscalité, ni à l'emprunt. Mais quand on fait des gros investissements, il faut bien emprunter. Quand on fait de la fiscalité, c'est pas forcément non plus une tare, on n'en a pas fait depuis 2016. Donc c'est bien, regardez à côté. Hein. Clermel, je crois qu'ils font 8%. Ouais. La Gatti fait 7,5% sur le foncier bâti. Et ça va leur générer des recettes. Donc des fois, il faut en faire quand on fait des nouveaux services qu'attend la population, et c'est bien que ceux qui vivent aujourd'hui en payent le prix. Plutôt que d'emprunter, de reporter sur les générations futures le coût de tout ça. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut se garder aussi des marges de manœuvre pour le futur. Mais bon, c'est une vraie question. D'autant qu'on a des baisses de participation. Les départements à geler ces contributions, par exemple sur l'AL des sports. Sur l'AL des sports, on a au moins 150 000 euros. Donc il faut trouver des fonds. Donc c'est des questions qu'il faudra se poser dans le futur. Et on discutait, on a reçu tout à l'heure un sénateur. Moi j'ai reçu et visité avec un autre sénateur lundi, Yves Buffet, hein, parce qu'on a déjeuné ensemble. Alors, tiens, pour votre information, combien il y a de salariés dans le groupe Yves Buffet, à votre avis? Dans le groupe. Dans le groupe 2500. 2005. Dans le groupe, Pas 500, hein. Et Déjà, c'est pas mal. Hein, entre Josselin, Guerre, à Guerre, il y a 1500 déjà. BD, ouais, 1700 même. BD et Fougère. Fougère. Une boîte intéressante, et ils ont encore des perspectives de développement. Donc voilà, donc il faut qu'on soit vigilant, qu'on gère au mieux là. Alors, je crois qu'on a prévu quand même un ou deux recrutements, je ne me rappelle plus lequel. Cette année, dans le budget. Oui, RH, un demi-poste. Et au niveau technique. au technique aussi, un poste, hein, c'est ça? C'est un remplacement. Remplacement, ouais. Mais vous regarderez, parce qu'il y a des ratios qu'a sorti Paul là, dans le document, où on est en 5 quand même par rapport aux autres communes. Là, on est un peu, par habitant, un peu plus élevé. C'est pour la dette, hein. C'est bien élevé. Et comme c'est indiqué aussi, si je regardais un peu les chiffres de lycée, là, on a regardé avec Séverine tout à l'heure, toute réserve, a priori, ça serait plus favorable que les années, que lors du dernier recensement. Donc, plus il y a d'habitants, moins il y a de charges de la dette par habitant. Donc, c'est pas mal. Le fonds de soutien qu'on a vu dans le cadre de l'emprunt toxique, il s'arrête dans 2028. 2028. Ça, c'était une aide aussi. On aura pu, il faudra peut-être réajuster les choses. Mais globalement, il y a des communes qui sont beaucoup plus en difficulté que nous. On dégage quand même déduction faite des intérêts d'emprunt et du capital. On est à 1 million, un peu plus. 1 million de l'an. Oui, de CAF, on est à 2 millions. Ah ouais, 2 millions. Pratiquement 2 millions. Donc c'est pas mal, donc il faut qu'on poursuive. Donc voilà, on va regarder ça un peu en détail, mais c'est quand même très intéressant. Mais n'oublions pas l'assainissement. Et alors, si on garde la compétence assainissement, Oui. on en a discuté avec le sénateur qui était là tout à l'heure, moi je pense que ça va plutôt être optionnel. Chacun fait ce qu'il voudra, sauf que à la communauté de communes, quand même, on a fait une étude diagnostique pour faire l'état des lieux, plus une étude sur le transfert juridique des communes à la communauté. Ça nous a coûté quelques billets, hein. Il faudra bien le payer. Et à force de tergiverser oui ou non, ben, c'est de l'argent qui est perdu, ça. C'est quand même problématique. Voilà, toi. Allez. Bon, je vais essayer d'être très synthétique, puisque vous voyez le titre, de toute façon, le document qui est sur l'écran, rapport synthétique, qui a été fourni. Alors, pour repréciser dans quel contexte nous sommes actuellement, donc vous avez le calendrier budgétaire là, qui est rappelé sur l'écran. Donc aujourd'hui, on est bien dans le débat d'orientation budgétaire 2025. Et donc, on n'aura pas, bien sûr, on n'aura pas un vote. Hein, il faut juste acter du fait qu'on a débattu et on a évoqué
les orientations budgétaires de l'année 2025. Ensuite, nous aurons très prochainement une commission de finances le 19 mars pour analyser les subventions 2025. Et nous aurons à nouveau une commission finance le 26 mars 2025 pour la finalisation des BP 2025, mais on aura vu aussi le 19 mars, on aura déjà fait un bon point de situation avec les membres de la commission. Et enfin, on se retrouvera le 4 avril pour l'approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2024 et pour les votes des budgets primitifs 2025. Donc voilà le rappel du contexte. Donc, vous voyez, dans un mois, les budgets primitifs auront été adoptés. Donc là, vous avez eu, bon, vous avez peut-être jeté un petit coup d'œil, au moins sur les tableaux. Vous avez des petits tableaux qui vous ont été fournis dans le rapport d'orientation budgétaire. Donc ce rapport d'orientation budgétaire, celui de l'année dernière qu'on avait présenté, il est disponible sur Internet. Donc si quelqu'un veut saisir sur Google, par exemple, ou le rapport d'orientation budgétaire de la commune de Guerre, il tombe directement sur le document qui a été présenté lors du conseil municipal de l'année dernière. Donc là, vous avez plusieurs tableaux là, qui vous ont été fournis. Le tableau là, qui est sur l'écran évoque la rétrospective financière. Donc il me paraissait important là, de présenter l'évolution de nos comptes administratifs de 2020, début du mandat, jusqu'en 2024. Donc vous voyez qu'on affiche le terme de pré-CA 2024. Bon, pour bien indiquer que tant qu'on n'a pas approuvé les comptes de gestion, on n'a pas les données complètement définitives. Hein, donc il faut attendre pour avoir les données chiffrées définitives. Donc là, vous voyez apparaître hein, au niveau des recettes de gestion l'évolution de nos recettes de gestion depuis 2020. Donc vous voyez que nous avons une progression régulière. Comme l'a dit Monsieur le maire, donc, ici sur la commune, on est plus dépendant des dotations financières versées par l'État. Et la fiscalité locale, elle n'a pas bougé depuis 2016. Donc, on n'a pas augmenté du tout les taux de la taxe foncière bâtie depuis 2016. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, nos recettes de gestion apparaissent soutenues simplement par la revalorisation des valeurs locatives, puisque ça fait 3 années hein, que les valeurs locatives augmentent régulièrement. Et là, en 2025, on va avoir une revalorisation des valeurs locatives de 1,7%. Donc, quand vous regardez, surtout, moi, je suis très vigilant par rapport à l'évolution des dépenses de gestion. Et chaque fois en commission, nous insistons sur 2 chapitres importants. Le 011 qui nous donne les achats et les charges générales de la commune, et le 012 où on a les dépenses de personnel. Donc, vous voyez apparaître dans le tableau le taux de variation. Donc, on a une année un petit peu particulière, c'est l'année 2023, où dans le compte administratif 2023, on a constaté une baisse notamment du chapitre 011. On avait un taux de consommation des crédits qui était plus faible que celui auquel on pensait en 2023. Donc on a constaté une baisse. Et vous voyez l'effet de rattrapage pour 2024, où par rapport à 2023 où on avait une baisse du 011 de 15%, c'est comme si on avait un effet de rattrapage puisque vous avez une augmentation de 30%. Alors qui s'explique notamment par les consommations d'électricité, hein, puisqu'on a dans ce 011 un supplément de consommation d'électricité que nous avons par rapport à 2024 de l'ordre de 150 000 €. Donc c'est même pas neutre par rapport à nos bâtiments. Et de plus, dans ce 011, on a pas mal d'opérations d'entretien du patrimoine, d'entretien des matériels, d'entretien des voiries, qui sont des opérations ponctuelles qui sont réalisées sur la commune, mais qui entraînent des dépenses supplémentaires. Le 012. Alors, vous voyez, le 012, j'y reviendrai encore tout à l'heure, mais on a une progression là en 2024, une augmentation de 4,47%. Bon, il y a bien sûr l'effet classique glissement vieillesse technicité hein, qui apparaît, entre autres. Et donc, vous voyez que maintenant, on est à 2 775 000 € de dépenses de personnel pour 2024. Au final, quand on regarde ces différents éléments, vous voyez apparaître notre épargne de gestion qui ne prend en compte que tout ce qui concerne le fonctionnement courant de la commune. Vous voyez qu'on a une épargne de gestion qui reste pratiquement à 1 900 000 €. Donc une légère baisse par rapport à 2023, mais elle reste d'un bon niveau.
Si on prend en compte les éléments financiers exceptionnels juste en dessous, vous arrivez à la fameuse épargne brute. Donc, vous savez tous maintenant que c'est comme ça qu'on désigne la capacité d'autofinancement de la commune. Et vous voyez qu'elle a progressé, celle-ci, par rapport à 2024, puisque normalement, on devrait avoir une capacité d'autofinancement qui sera confirmée par M. Bioré, qui sera le conseiller aux décideurs locaux, qui sera présent lors du prochain conseil municipal. Et normalement, on devrait avoir une CAF de 1 900 000. Oui, c'est impressionnant. 1 994 000 euros. Donc, 1 994 000 euros. Alors, vous voyez l'utilité de cette CAF, hein, on le voit sur la ligne en dessous. Elle vous permet surtout de faire face au remboursement d'emprunt. Donc, on a un endettement qui apparaît sur la commune. Et bien sûr, chaque année, on a le remboursement d'emprunt hors charge d'intérêt. Vous voyez, on est pour 2024, on avait 796 000 euros. Alors, vous voyez que notre CAF nous permet sans problème d'assurer ces remboursements d'emprunt. Et il nous reste une épargne nette, 1 197 000, qui nous permet de faire face, qui nous a permis de faire face en 2024 aux principaux montants de dépenses et d'investissement. Puisque vous voyez que sur les 1,7 million de dépenses et d'investissement, on a couvert à peu près la plus grosse partie avec 1,2 million d'épargne nette. Alors cette mécanique qui est là nous fait apparaître à la fin ce qu'on appelle le fonds de roulement au niveau financier, c'est l'épargne budgétaire de la commune, qui est de l'ordre de 5 388 000 euros. Donc on va en avoir besoin bien sûr pour poursuivre nos dépenses d'investissement sur l'année 2025. Au niveau du ratio des endettements, qui est important bien sûr à suivre, on n'est pas forcément dans une bonne situation, comme l'a dit M. le maire, par rapport au ratio par habitant, bien sûr, puisque nous, on est comparé à des communes au niveau national dont la taille de population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants. Nous, on apparaît sur les dernières fiches financières de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, avec 6 378 habitants. Donc, du coup, on a un ratio par habitant qui est moins favorable pour nous. Par contre, l'autre ratio qui est important, et souvent que le Trésor public est amené à suivre, c'est ce fameux ratio des endettements que vous avez là. Donc vous voyez que si on rapporte l'endettement du budget ville, qui est de 9 713 000 euros fin 2024, à la CAF, qu'on devrait avoir de 1 994 000, vous voyez que notre ratio des endettements apparaît à hauteur de 4,87. Donc ça, voilà, ça veut dire qu'on est bien inférieur à 8. C'est souvent le ratio qu'on est amené à retenir pour juger de l'endettement d'une collectivité. Donc nous, il nous faudrait un peu plus de 4 années et demie en utilisant de manière exclusive cette capacité d'autofinancement pour rembourser l'ensemble des emprunts de la commune. Donc voilà la situation qui apparaît pour l'année 2024, et en parlant des deux budgets annexes, assainissement et réseau de chauffe, vous voyez qu'ils apparaissent tous les deux excédentaires. 186 960 euros pour le budget d'assainissement et 172 681 euros pour le réseau de chauffe. Et vous savez que depuis l'année dernière, les deux autres budgets annexes, des lotissements communaux, des Camélias et de Bellevue, ont été clôturés. Donc voilà la situation qui apparaît dans ce premier tableau. Un autre élément là, qui est important, c'est le rappel de l'endettement de la commune. Alors, la nouveauté là, cette année, par rapport au rapport qui a été présenté l'année dernière, c'est que dans l'endettement budget ville que vous avez vu apparaître dans mon tableau, là, vous voyez qu'on affiche un endettement réel de 9 713 000 euros. Si vous voulez le comparer, si vous avez la curiosité de le comparer à celui qu'il y avait l'année dernière, il est un peu plus élevé. Ce n'est pas parce qu'on a contracté de nouveaux emprunts, on n'en a pas contracté de nouveaux. Par contre, on a une nouveauté, c'est l'endettement, je tiens à le préciser, du budget annexe des Camélias, comme on a clôturé ce budget annexe, qui a été transféré automatiquement sur le budget ville. Donc c'est pour ça que vous retrouvez là, en plus, par rapport à l'année dernière, un petit emprunt de 259 000 euros qui reste sur, c'est le solde de l'emprunt concernant le lotissement des Camélias. Et bien sûr, on a eu en face le rajout de la créance sur l'État au titre du fonds de soutien, FDS, c'est le fonds de soutien, qui s'est rajouté aussi au budget ville. Donc notre endettement réel fin 2024 sur le budget ville est bien de 9 700 000 euros. Donc vous voyez qu'avec notre CAF, constaté fin 2024, on a un ratio qui est tout à fait contrôlé. Je tiens à le préciser, puisqu'on aura une réflexion, M. le maire l'a dit, là, sur l'assainissement. L'assainissement par rapport aux travaux
d'assainissement qu'on a réalisés, les programmes de travaux d'assainissement qu'on a réalisés sur les années antérieures, on a été amené, dans certains cas, à contracter des emprunts. Donc on voit sur l'assainissement un endettement réel qui apparaît à 907 000 €. Donc nous, pour le programme de 2025, on arrivera à financer le programme qui est retenu simplement avec nos excellents budgétaires, sans recourir à de nouveaux emprunts. Par contre, pour les années ultérieures, si on doit poursuivre le programme d'assainissement, on va sûrement être obligé de recourir aussi à de l'endettement supplémentaire. On verra. Le réseau de chauffe, vous voyez qu'il y a, par rapport à la chaufferie bois, on avait il avait été contracté un emprunt en 2007 pour la chaufferie bois, et on retrouve là le solde de l'emprunt restant à rembourser de 453 974 €. L'endettement réel global de la commune, tout budget confondu, 11 074 935 €. Donc voilà, situation d'endettement. Vous avez un petit graphique qui vous montre l'évolution du ratio des endettements. Alors je l'ai montré pour rappeler un peu l'historique. L'année dernière, j'avais fait pareil. Vous voyez, depuis 2014. Donc en 2014-2015, c'est là où on avait un ratio qui était le plus élevé. Vous voyez, on atteignait à l'époque 12. C'était énorme. Mais sur cette période-là, si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, c'est à ce moment-là qu'on avait le fameux emprunt Dexia qui a posé le problème à pas mal de collectivités. Et il a été sécurisé de manière définitive fin 2015. Donc voilà pourquoi depuis 2016, vous avez un ratio de désendettement qui est tout à fait correct. Il est arrivé à 6,74 en 2016. Et vous voyez que depuis, il reste à ce niveau-là. Et il atteint presque le niveau, un des niveaux les moins élevés, à 4,87 pour 2024. Alors, je vous ai rajouté des fiches financières, toujours. Alors, je ne vais pas forcément toutes les commenter, mais là, ces fiches financières, n'importe quel habitant de Guer peut les retrouver directement sur Internet. En tapant les comptes de communes sur Internet, on arrive à trouver toutes les fiches financières de toutes les collectivités de France. Et là, évidemment, pour l'instant, comme les comptes administratifs de 2024 n'ont pas été adoptés dans les collectivités, les dernières données financières dont nous disposons sont celles de 2023. Donc vous voyez que malgré tout, c'est intéressant, puisque ça nous permet de caractériser la situation financière de la commune par rapport à des communes de la même taille, quand vous regardez notamment la colonne euros par habitant, que vous avez dans la colonne 2, ici, et la colonne moyenne de la strate, où vous avez la comparaison avec les communes de la même taille de population, c'est-à-dire pour nous, entre 5 000 et 10 000 habitants. Ça vous est précisé juste au-dessus. Alors comme l'a dit M. le maire, évidemment, étant donné que nous, on est plus près des 5 000 plutôt que des 10 000 habitants, c'est pour ça qu'il sera important pour nous d'attirer de nouveaux habitants sur le territoire. On a un ratio d'endettement par habitant qui est moins favorable, puisque vous voyez que l'endettement réel qui est là, on a 1 546 € par habitant pour l'instant, et alors que sur les communes de la même taille au niveau national, on est à 750 € par habitant. Et il suffit qu'on ait une augmentation du nombre d'habitants sur la commune pour que ce ratio-là, de 1546, vienne à diminuer, forcément. Alors ça, c'est... Ah oui, bien sûr. Alors, afin de préparer les orientations budgétaires, vous voyez apparaître ensuite des tableaux. Vous avez le taux d'évolution, c'est toujours intéressant de voir ça. Là, vous avez le taux d'évolution de nos charges de fonctionnement depuis 2014, donc sur 2 mandats. Donc vous voyez comme ça, chaque année, de combien a augmenté ou diminué le montant global des dépenses de gestion. Alors vous voyez qu'on a eu une baisse en 2023. En 2024, on a un effet de rattrapage, notamment, où là, on a une augmentation des dépenses, des charges de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut être prudent à l'avenir. Une augmentation de 12% en 2024. Mais si vous regardez le taux annuel, moyen de variation en pourcentage sur 10 ans, vous voyez que chaque année, nos dépenses de gestion augmentent en moyenne de 1,25%. Vous l'avez en dessous ici. Ça vous donne l'évolution sur 10 ans. Donc tant qu'on reste à ce niveau, ça reste une situation tout à fait correcte pour moi. Par contre, il va falloir qu'on soit vigilant à la progression de ces dépenses de gestion en 2025 et les années ultérieures. Vous avez un deuxième tableau là, qui vous donne l'évolution
des postes de charges générales, dont j'ai parlé tout à l'heure, et des charges personnelles. Donc là aussi, vous voyez l'évolution. Alors, un effet de rattrapage qui peut paraître surprenant en 2024, hein, vous voyez le 0,11, il a augmenté carrément de 30%. Hein. Ouais. Mais en 2023, il avait baissé de 15%. Donc forcément, quand on regarde les deux éléments, la forte baisse constatée en 2023 entraîne forcément un rattrapage sur 2024. Donc je l'ai dit, il y a quand même pas mal, il y a une grosse facture au niveau des consommations d'électricité qui explique pour une grosse partie cette augmentation. Vous voyez qu'au niveau global, sur 10 ans, les charges générales ont progressé de 2% par an. Et au niveau global, si on regarde les charges personnelles, les charges personnelles ont augmenté de 1%, 1,09% par an en moyenne sur 10 ans. Si on regarde toujours la fiche financière des finances publiques, bon là, vous voyez que les ratios par habitant nous sont très favorables, bien sûr, puisque vous voyez que les charges personnelles, on dépense, nous, ici sur la commune de Guerre, 405 € par habitant. Sur les communes de la même taille, on est à 604 € par habitant. Les achats et charges externes, on dépense, alors c'est pas un encouragement pour dépenser plus, hein, bien sûr. En 2023, on a dépensé 236 € par habitant, et la moyenne de la strate, vous voyez, était à 305 €. Alors de manière générale, on dépense beaucoup moins par habitant, au niveau des charges de fonctionnement, que ce que l'on retrouve dans d'autres communes comparables. Vous avez à droite, là, j'en dis un mot quand même, c'est un élément pour moi important. Les charges personnelles, vous voyez, normalement, nous, je tiens à ce qu'elles restent inférieures à 50% des charges globales de la commune. Là, on était en 2023 à 46%, et vous voyez que les communes de la même taille affichent des charges personnelles qui correspondent à 56% de leur total de charges. Donc on est bien en dessous, mais il faut qu'on veille à rester vraiment au niveau de ce seuil. Alors, les recettes de fonctionnement, on l'a déjà évoqué là, vous voyez qu'au niveau de la pression fiscale, si on regarde les impôts locaux par habitant, vous voyez que sur notre commune, en 2023, on était à 507 € par habitant, et sur les communes de la même taille, on constate 574 € par habitant. Donc on est bien en dessous, puisque, comme l'a rappelé M. le maire, et vous le voyez dans le tableau qui est proposé ensuite, vous avez l'évolution de la fiscalité de la commune de Guerre depuis 2016. Et vous voyez que depuis 2016, la dernière fois qu'on a augmenté la fiscalité ici, c'était en 2016, où on avait fait passer le taux de la taxe d'habitation, puisqu'à l'époque on avait encore la possibilité de jouer sur ce taux-là. On l'a fait passer de 12,82 à 13,08. En 2016, on avait augmenté du même montant, du même taux de variation de la taxe foncière bâtie, et depuis, vous voyez, on n'a pas bougé, on est toujours à 13,08% et toujours à 20,07% pour la taxe foncière bâtie. Alors je le précise pour tout le monde également, en 2021, vous voyez que le taux est plus fort pour la taxe foncière bâtie, mais je le répète, c'est bien de le répéter, simplement, voilà, par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, et pour compenser le manque à gagner pour toutes les communes de France, la taxe foncière bâtie qui était versée au département a été transférée aux communes. Donc c'est pour ça que les 35,33 que vous avez là, c'est la somme de notre 20,07 avec le taux qui était versé au département. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez cette augmentation-là. C'est surtout pas une augmentation du taux retenu par la collectivité. déjà au département. Voilà, c'est ça. Donc pour nous, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Alors, j'attire votre attention également sur les ratios de structure pour les recettes, là. Vous voyez qu'on est quand même dépendant ici par rapport aux autres communes de la dotation globale de fonctionnement qui représente 21% de nos recettes de fonctionnement. Alors que vous voyez que les communes de la même taille que la nôtre, cette DGF représente 12% de leurs recettes de fonctionnement. Donc c'est un élément, donc on peut espérer que dans le futur, mais vu le contexte, ça risque d'être délicat, que le montant des dotations financières ne va pas encore baisser à l'avenir. Que ça sera peut-être plus compliqué pour notre commune. Alors, bon, en dessous, vous avez juste un rappel des informations sur les taux et les produits de la fiscalité directe locale. Bon, je ne vais pas y revenir. Alors, le débat d'orientation budgétaire 2025. Donc là, c'est un récapitulatif qu'on vient de faire sur la situation jusqu'à fin 2024. Et là, vous voyez un nouveau tableau avec de belles couleurs. Toujours.
Et vous voyez apparaître le pré-CA 2024. Et dans les deux dernières colonnes, vous avez les informations qui apparaissent à notre stade d'orientation budgétaire 2025, prévision de recettes, prévision de dépenses, après les remontées des services, notamment sur les charges de fonctionnement. Et je vous ai rajouté dans la colonne suivante le pré-CA 2025, ça serait le compte administratif qu'on pourrait constater en 2025. Alors il y a un gros travail qui est fait à chaque fois par rapport à tout ça. Notamment ici, je remercie du coup le service comptable et financier, bien sûr, pour cet appui pour les prévisions des recettes notamment, parce que vous voyez qu'au niveau de la DGF, on n'a pas encore d'informations précises à ce niveau. Donc là, on a été prudent, on a prévu un niveau de dotation de DGF équivalent à celui qu'on avait constaté en 2024. Vous voyez 1 581 000 euros ici. Là, on partirait sur la logique qu'on pourrait avoir 1 584 000 euros. On a eu des informations plus précises sur les bases locatives. Et on sait que ces bases locatives ont été revalorisées de 1,7%. Ça nous a permis d'affiner un peu le niveau des recettes de la fiscalité locale. Donc là, vous voyez, on aurait une progression par rapport à 2024. On a fait, et vous l'avez dans la pochette annexe, je ne vais pas projeter ça, mais vous avez un tableau qui vous donne, ligne par ligne, les prévisions des recettes de fonctionnement. Si vous voulez regarder ça en détail, vous pourrez le faire. Mais vous verrez que c'est un travail qui peut être très difficile pour essayer de savoir sur quelles recettes on pourrait compter, surtout dans le contexte actuel, pour 2025, et encore plus pour les années ultérieures. Là où on a plus de certitude, bien sûr, c'est au niveau des dépenses de la collectivité, parce que c'est nous qui avons la main globalement sur ces dépenses, même s'il faut faire attention. Donc vous voyez que dans le 011, là on est parti sur la logique qu'on devait essayer de prévoir un montant de dépenses à peu près équivalent à celui qu'on avait constaté en 2024. Alors vous voyez apparaître ici sur le 011 un montant légèrement supérieur à celui qu'on avait constaté dans le CA, dans le compte administratif 2024. Donc vous avez 2 067 369 euros. Si vous regardez aussi dans les pochettes annexes, vous avez le récapitulatif de ces charges de fonctionnement par service. Vous avez le CA 2024 par service, et vous avez les propositions budgétaires 2025 par service également. Donc bien sûr, rien n'est définitif pour l'instant. Il va falloir mener un travail jusqu'au vote du PP pour savoir ce que l'on peut valider au niveau de ces charges de fonctionnement. Vous voyez pour les dépenses personnelles, donc là il y a l'effet GVT qui est pris en compte, mais il y a aussi, comme l'a dit Monsieur le maire, les cotisations employeurs au titre de la retraite des agents territoriaux qui est importante. Donc là vous avez, par exemple en 2024, ça nous a fait 52 000 euros de plus en termes de cotisation. Là aussi, elles ont été prises en compte dans le débat d'orientation budgétaire pour le montant des dépenses personnelles. Donc vous voyez au final que si on retient ces éléments-là, les informations du débat d'orientation budgétaire, vous voyez que notre épargne brute, elle pourrait baisser. Donc 2024, on avait 1 994 000 euros, et là on pourrait apparaître en prévisionnel à 1 725 000 euros. Alors, malgré tout, quand je regarde la dernière colonne, vous voyez que j'ai essayé de faire des prévisions par rapport au taux de consommation des crédits. Parce que tout ce qu'on inscrit dans le budget n'est pas forcément réalisé à la fin de l'année. C'est vrai pour le fonctionnement, mais c'est encore plus vrai pour l'investissement, je vais y revenir. Et là, vous voyez que dans l'approche prévisionnelle, je suis parti sur la logique que si on constatait un taux de consommation des crédits pour le 011 de 92,5%, on pourrait avoir un niveau de consommation de 1 912 000 euros. Les dépenses personnelles, si on avait un taux de consommation de 99%, vous me direz c'est pas loin de 100%, mais 1% sur 2 900 000 euros, c'est pas neutre par rapport au budget. Même chose en dessous, quand vous regardez les autres charges de gestion, vous voyez un taux de consommation par rapport à ce qu'on a constaté, souvent de 98%. Mais quand vous regardez ça, vous voyez que l'épargne brute, elle arriverait à un niveau comparable à celui qu'on a constaté en 2024. 1 994 000, 1 925 000 euros. Ce qui nous permettrait de faire face sans problème à nos remboursements d'emprunt attendus pour 2025, à savoir 825 000 euros. Et l'épargne nette d'1 million d'euros
permettrait de faire face aux dépenses d'investissement. Alors, les dépenses d'investissement, si vous vous rappelez un peu de l'année dernière, dans le budget, on avait inscrit beaucoup plus que ça. Là, vous voyez qu'en réalisé, on est à 1,7 million. Mais l'année dernière, on avait plus de pratiquement 4 millions d'euros en dépenses d'investissement. Et dans les faits, on n'a pas du tout réalisé tout ce qu'on avait inscrit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des restes à réaliser très importants. On a des restes à réaliser de l'ordre de 2 200 000 euros dans les dépenses d'investissement, qui sont forcément des dépenses qui sont reportées, qui vont être obligatoirement reportées sur 2025. Alors voilà pourquoi, quand vous voyez le montant qu'on prévoit sur 2025, vous voyez un montant assez important, hein, pratiquement 6 millions d'euros, 5 970 300 euros. Et là-dedans, vous avez les restes à réaliser de 2,2 millions qui sont directement inclus. Ce montant global, qui semble important, ben, si vous le regardez, vous l'avez dans le tableau suivant. Je vous ai fourni un tableau de suivi où vous avez l'évolution des deux gros programmes d'investissement, le complexe sportif, le Valcoric. Vous voyez apparaître le niveau des dépenses d'investissement pour 2024 et vous voyez tout ce qui est prévu sur 2025. Avec les restes à réaliser, vous voyez complexe sportif, on inscrirait 2 990 000 euros. Le Valcoric, la déviation du Valcoric, avec les quelques restes à réaliser inclus, on sera amené à inscrire 953 000 euros. Les autres opérations d'investissement qui avaient été projetées pour 2024 et qui apparaissent aussi en reste à réaliser représenteraient 1 025 000 euros. Et les nouvelles opérations d'investissement qu'on sera amené à proposer pour 2025 représenteraient un montant de 1 million d'euros. Le million d'euros que vous avez ici est réparti en deux grandes enveloppes. Vous avez les principaux programmes d'investissement sur la page suivante. Là, ce sont les programmes d'investissement qu'on traite au niveau de la direction des services techniques. Donc, vous voyez que le total de ces opérations-là, que je vous laisse lire, hein, on ne va pas tout regarder, ça concerne des renouvellements de matériel, d'une tondeuse en remplacement de berlingot, des remplacements de portes, des aménagements de carrefour, ainsi de suite. Donc, vous voyez le total de tout ça, vous êtes à 808 000 euros de programme d'investissement. Et pour atteindre les 1 million d'euros, vous avez 200 000 euros d'autres programmes d'investissement demandés par les autres services, autres que la direction des services techniques. Ces autres demandes-là, vous les avez dans la pochette annexe. Là aussi, vous avez par service les enveloppes budgétaires demandées par la médiathèque, par la police municipale et ainsi de suite. C'est les enveloppes sans citation des... Voilà, on a pas mis tout le détail. Travailler en maintenant, c'est le budget. Voilà. Alors si je reviens au fameux tableau du pré-CA du DOB 2025, alors on parle d'un débat. Alors le débat ici, la question qui apparaissait dans le rapport, hein, c'est bien sûr comment appréhender l'année 2025 pour arriver à poursuivre bien sûr dans de bonnes conditions les deux programmes majeurs du mandat, le complexe sportif et le Valcoric, tout en permettant d'assurer aussi d'autres programmes d'investissement. Donc là, par rapport à ce débat et par rapport au tableau qui vous est présenté, vous voyez que normalement, les 5 388 000 euros que vous avez ici, qui est l'épargne budgétaire constatée fin 2024, elle permettrait de financer normalement ces dépenses d'investissement, puisque avec ce fonds de roulement que vous avez ici et la capacité d'autofinancement qu'on prévoit, on arriverait à financer normalement tous ces programmes-là, et ça nous permettrait d'afficher même un fonds de roulement, une épargne budgétaire à la fin de l'année, qui pourrait permettre de réaliser d'autres opérations sur l'année 2026 et les années ultérieures. Vous voyez que par rapport au ratio de désendettement, si on regarde toujours la même mécanique, l'encours de dette qui devra apparaître fin 2025, divisé par la CAF. Alors si vous prenez la CAF la plus faible, vous voyez que le ratio de désendettement serait à 5,40. Si on prend une CAF plus élevée avec un taux de consommation plus faible de nos crédits, on aura un ratio de désendettement qui sera encore plus bas de 5,04. Donc ça veut dire que par rapport à ces orientations budgétaires, le budget ville nous permettrait d'assurer normalement le financement de ces programmes d'investissement. Vous avez, là j'ai présenté à peu près les éléments principaux.
Un petit mot malgré tout concernant les deux budgets annexes. Et après, on pourra répondre avec le maire à vos questions éventuelles. Vous avez, là, il est hors de question pour l'instant, pour aujourd'hui, bien sûr, d'adopter les résultats des budgets annexes et de proposer une affectation de ces résultats-là. Là, on vous donne simplement les résultats budgétaires qui pourraient être constatés et confirmés par les comptes de gestion. Là, quand vous regardez l'assainissement, vous voyez qu'au niveau du fonctionnement, on a affiché en 2024 un excédent. On a là aussi des restes à réaliser qui apparaissent. Et donc, quand vous regardez en prenant en compte les dépenses d'investissement et les restes à réaliser, vous voyez que le résultat global de l'assainissement est excédentaire et ça va nous permettre de financer les programmes d'investissement attendus sur l'assainissement pour l'année 2025. 25. Ouais. C'est ce que vous voyez dans le tableau qui vous est proposé en dessous, où là, vous avez déjà pratiquement presque une ébauche du budget primitif 2025 de l'assainissement. Vous n'avez là-dedans que les opérations réelles, vous n'avez pas les opérations d'ordre, et malgré tout, vous voyez qu'on pourrait financer avec nos résultats budgétaires de l'assainissement un programme de travaux d'assainissement qui pourrait être de l'ordre de 300 000 € en 2025, sans recourir à de nouveaux emprunts sur le budget de l'assainissement. Même mécanique pour le réseau de chauffe. Alors le réseau de chauffe, évidemment, donc monsieur le maire l'a précisé, il va falloir qu'on mène à bien, et on vous le dit dans le rapport, une réflexion pour savoir quel va être l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va avoir, on va être amené à avoir recours au réseau de gaz? Est-ce qu'on va être amené à prévoir une rénovation de la chaufferie bois, à construire une deuxième chaufferie bois? Il y a pas mal d'hypothèses qui sont à l'étude. Mais pour réaliser ces programmes, vous voyez que là, on dispose d'un excédent global, depuis que le budget annexe a été mis en place, de 172 000 € qui nous permettrait de financer un programme d'investissement. Et bien sûr, on ne pourra pas réaliser ce programme-là sans recourir à un endettement supplémentaire sur ce budget annexe. Donc, voilà les éléments. Vous voyez, j'ai été très synthétique aujourd'hui. Ça risque d'être un peu plus long la prochaine fois. Mais voilà les éléments qu'on pouvait vous présenter dans le cadre de l'orientation budgétaire 2025. Sachant que, merci beaucoup Paul, c'est parfait. Sur le budget des sources, là, la question se pose aussi, on en parlait avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on a un réseau qui alimente d'autres structures. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les structures elles-mêmes s'organiser? Est-ce que c'est compliqué quelquefois, même si c'est bien de mutualiser? Donc, on va rediscuter, vous allez rediscuter de ça en commission, puis on va revoir la synthèse complète du budget, peut-être administratif la prochaine fois. Oui. Le 4 avril. C'est ça. Mais bon, globalement, quand on regarde, en intégrant les dépenses, je regardais sur les 7 dernières années, c'est la même chose sur les 6 dernières années, par rapport au tableau que vous avez, on a fait 2,2 millions en moyenne d'investissement par an. Donc c'est quand même la situation globalement est saine. On restera à éponger la fin de la créance de l'État avec le fonds de soutien. Oui, voilà. Et savoir si, j'espère que les aides, par exemple sur l'Alde des Sports, ils suspendent cette année. Est-ce que ça va continuer ou pas? On devait avoir aussi 150 000 en 2026. Mais en général, quand on suspend, on revient des fois pas en arrière et le contexte ne va pas s'arranger. Ok, est-ce qu'il y a des questions? C'est intéressant. Vous avez le document de synthèse. Vous le conservez pour comparer quand vous viendrez voter le budget la prochaine fois. Pour voir l'évolution. Moi, ce que je voudrais redire simplement, c'est que sur l'assainissement, effectivement, 2024, on n'a quasiment pas travaillé dessus, dans le sens que on travaille également avec d'autres services, et si vous voulez si bien qu'on retarde la faute. C'est pour 2025, normalement, si je dis bien, si tout le monde est d'accord sur le principe, il y a des travaux à réaliser. Et 2024... Et si d'aventure l'assainissement a été transféré en 2026 à la communauté, on n'aurait plus la main. La communauté qui la prendrait. Alors, on n'en est pas là. Oui, je tiens à vous préciser quand même que les données que vous avez sur 2025, que ce soit au niveau du débat d'orientation budgétaire et du pré-CA 2025, ne sont que des indications, rien n'est définitif. Donc ne soyez pas surpris parce qu'on aura un travail à faire aussi avec les services pour regarder le montant des subventions
sur lesquels on pourra compter avec certitude pour 2025. Et ça va donner, par exemple, des réajustements au niveau des recettes d'investissement. Voilà. Donc il y a pas mal d'informations qui risquent de bouger un petit peu d'ici le vote du BP. D'accord. Parfait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a on vote sur le fait qu'il y a eu une présentation de ce débat d'orientation budgétaire. Le budget, on le votera que prochainement. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Merci en tout cas, Paul, et au service et à tout le monde. Si on peut, moi je souhaiterais qu'on se voit à l'église de Guerre pour revoir les installations avant la mise en service. Donc si la semaine prochaine on avait un créneau, ça serait intéressant. On se voit qui? Non, bah, les élus viennent voir l'installation Ah oui. de façon que... Voilà, c'est fini les travaux, la peinture, les lustres, la rénovation du réseau électrique. Vous avez vu qu'il y avait des travaux aussi derrière là. Oui. Et là, tout est en service, c'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut en électricité. Les baux sont réinstallés, les bancs sont réinstallés? Ah non, on a ce qu'il faut en électricité, c'est-à-dire qu'on peut allumer et mettre les radiants en chaud. J'ai vu, c'est très Donc bien. ça serait intéressant la semaine prochaine parce qu'après ça va être occupé, donc ça permettrait de voir. Oui, on va voir. On a une réunion mardi. Après la réunion. Sauf que nous on a une autre réunion avec les commerçants. Moi j'ai une réunion avant. Ou avant. À la CGPME là. Ou avant, il faut noter ça sur les agendas. Avant ou après Avant plutôt. Avant. La réunion est à 18h30, donc à 18h15, il y avait aussi comment on dirait, un écart dans le plafond, là, une faille un peu. Oui. On doit réparer avant de... Qui va être réparé justement la semaine prochaine. Et en fait, ils interviennent par le toit? Non, ils interviennent par en dessous, par les canets d'échafaudage. D'accord. Mais qui est en fin de compte, c'est un rajout parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais on ne peut pas se permettre de faire entrer le public avec une protection. Donc on acte bien que vous avez eu communication des éléments sur les orientations budgétaires, on est tous d'accord. Sur le reste, Ville Prudente, tu peux nous dire un mot? Oui, donc on a obtenu un cœur Ville Prudente au niveau sécurité de guerre sur, je vais expliquer l'autre fois, la limitation de vitesse à 50 ou à 30, les chicanes, et puis aussi les préventions permis vélo, et aussi avec les seniors, avec René Carletto, et le conseil des sages aussi, qui ont fait et la gendarmerie. La gendarmerie, la prévention routière et de l'assurance. Et donc le 13 mai, il y a une remise officielle avec la présidente de la prévention routière Bretagne, et qui sera fait normalement, on pense, au Valcoric. On posera le panneau au Valcoric. On parlait avec Olivier tout à l'heure. Quand? Le 13 mai à 10h30. Voilà. Voilà. Sur le rond-point du Valcoric. Après le label ville active et sportive. D'accord. Juste 2-3 points. Communauté de communes, donc on travaille toujours sur l'idée de, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a une minorité de blocage possible sur le PLUI. Hein, on a vu une charte de gouvernance, donc d'ici à l'été, je pense qu'il faut que nous tranchions, parce que sinon ça va passer dans notre mandat, ce sera compliqué. Donc l'assainissement, j'y reviens pas. Et là, on n'aura pas le choix. Enfin, si, on aura le choix. Ou ce sera obligatoire, ou ce sera facultatif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la tendance, sous réserve de vérifier, mais elle est plutôt au statu quo. On est en train de travailler aussi sur les effets de la loi ZAN. Hein, on a la conférence des maires sollicité un cabinet un peu extérieur qui nous aide à réfléchir aux besoins notamment de consommation de foncier économique. Alors, vous savez que normalement on doit consommer, je crois qu'on a 256 hectares possibles entre nous et Vermel sur 2021-2031. Il ne faut pas que nous consommions plus de 50% de ce qu'on a consommé dans la décennie précédente. Et on s'aperçoit qu'il y a des dépôts de modification des flux
Et en fait, il y a des communes qui consomment d'ores et déjà plus que ce à quoi ils ont droit. Donc ça fait vraiment un problème. Donc on va affiner tout ça. On a hier inauguré les nouveaux locaux. Hein, à l'occasion, ceux qui ne sont pas conseillers communautaires, hein, parce qu'on ne pouvait pas inviter tout le monde, si un jour vous voulez visiter les nouveaux locaux du conseil communautaire, c'est possible. Hein, on pourrait programmer ça. On a dit le sénateur qu'on a vu tout à l'heure, que vous aussi proposez, si ça vous intéresse, on pourrait organiser ça, une visite du Sénat. Il faudrait se prévoir dès maintenant pour le mois de septembre. Quoi. Oui, depuis le temps que Pardon? Il y a plein de communes qui vont. Voilà, c'est vrai que c'est possible, il faudrait voir ça. Si ça vous intéresse, on fera un sondage et puis on organiserait ça par un transport collectif. J'avais noté, autrement, donc la halle des sports, ça avance, je ne sais pas si vous avez vu. La halle des sports, Ouais, ça va bien. ça avance bien. On pense qu'on sera dans la délai, Maurice, par rapport à l'année prochaine, à la fin de l'année. Monsieur sera livré. Valcoric, les travaux de la tranche 3, je vous l'ai déjà dit, mais gel d'abord, puis pluie. Donc ça a été décalé un petit peu, mais ça va démarrer le 15 Le 4, ouais, le mi-mars. mi-mars, hein, par le nord de la zone. Et ensuite, ils feront jusqu'à la déviation pour arriver au sortir de la Boulette. Oui. Il sera encore accessible l'aire de covoiturage? Oui. Oui, Oui, oui. Ils ne vont pas jusqu'à la partie voirie. Non, là, il n'y a aucun problème. Ils vont démarrer à peu près à partir de un peu en dessous du restaurant, là. Ok. Oui. Cette partie-là. Cette partie. Oui, il y a l'amorce. Mais Oui, bah oui. Un peu en dessous. On a vu le piquage. Un peu en dessous parce que tout l'arrière, le garage, par exemple, Morin va acheter 1 hectare à l'arrière. Et donc, c'est plutôt un peu plus bas. mais Se mettre des voies les gens du voyage, là. Il y a une espèce de Il y cul-de-sac. en avait, il y en a ça. il est fort possible quand même que la partie ville qui revient donc, soit faite au niveau terrassement. Après, ça dépendra Ah oui, de l'entreprise. quelle partie Bah, la partie terrassement, c'est Déviation. la déviation. Ouais. ouais, Donc pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais il est... qui arrivera à l'aire de pique-nique. Et donc ça, vous verrez au fur et à mesure. Autrement, j'avais noté que vous avez vu que les travaux de la résidence autonomie sous l'égide de Morbihan Habitat ont démarré. Hein. Je crois que c'est 1,2 million de mémoire de travaux. Hein. Intérieur, façade, isolation, des douches notamment. Les cuisines vont être refaites aussi. Donc c'est bien. Avec des douches à l'italienne, hein, pour les personnes à mobilité réduite, c'est beaucoup mieux. Et autrement, j'avais noté pour moi, donc l'église, on en a parlé, il faut aller voir. Et dernier point que j'ai rencontré cette semaine le directeur académique, donc qu'on appelait avant l'inspecteur d'académie, à Vannes, mardi, par rapport aux problématiques du lycée, par rapport aux problématiques de l'école Schulcher. Donc j'ai réécrit aux parents d'élèves, là, dans mon entretien, j'ai fait une copie à la demande d'affaires, on en a parlé, affaires scolaires. J'ai réécrit, j'ai eu le proviseur au téléphone aussi, avant d'aller le voir la semaine passée, là. Et j'ai réécrit au proviseur, et ceux qui sont membres suppléants et titulaires du CA vont l'avoir. J'ai fait ça aujourd'hui, hein. Vous l'avez déjà eu. Donc, sur l'école Schulcher, les parents d'élèves, on les a reçus aussi avec André. Donc il y a différentes problématiques, notamment pour faire court la fermeture d'une classe, du fait d'une baisse d'effectifs en CM2, qui passerait de 31 à 15 ou 16, 1. 2, moi j'ai dit, donc ça veut dire aussi qu'il y a une enseignante en moins, ça veut dire qu'il y avait des cours d'allemand qui n'existeraient plus. Il y avait aussi l'accueil d'enfants handicapés, ça pose problème. Et il y avait une ouverture de la part de cet enseignant vers l'extérieur, notamment vers les enfants des gens du voyage. Bon. Donc moi, je lui ai redit tout ça. C'est dans la lettre que nous ont adressé les parents d'élèves. Et j'ai demandé, j'ai dit qu'il fallait qu'elle attende un peu aussi, parce que le directeur nous dit qu'il peut y avoir un effectif complémentaire avec les mutations à Couette. Donc, affaire à suivre. Et j'ai ressaisi toutes les communes à côté, les Brulets, l'UTL, tout ça, pour dire que si vous voulez, il y avait de la place ici. Et il saisit aussi le maire de Monteneuf, puisque le RPI est remis en cause. J'en ai parlé aussi à l'inspecteur d'académie, mais ça relevait de la compétence du préfet. Donc j'en ai parlé au préfet qu'on a vu hier aussi, pour qu'il voit la question. Hein.
il y avait un RPI, c'est-à-dire un groupement pédagogique Amignac-Montneuf pour le public. Et les enfants de Montneuf allaient à Amignac, et puis il y a des tensions. Oui, il n'y aura peut-être plus de regroupement, donc c'est d'essayer de rapatrier les enfants ici. Moyennant le fait que les communes payent en participation. Donc là, il y a ce courrier-là qui est synthétique, que j'ai fait aux représentants des parents d'élèves. Donc vous en avez une copie, et je l'ai envoyé aussi au directeur, puis à l'inspecteur d'académie. Sur le lycée, donc moi j'ai eu le projet, on a discuté un petit peu, puis j'ai vu les comptes rendus des uns et des autres, notamment de la part d'Annie, mais qui n'est pas là, sur les dotations horaires, la suspension de l'enseignement de l'espagnol, l'absence d'aide personnalisée, ou la diminution, les conséquences de la nouvelle carte scolaire avec les dérogations, et en disant à l'inspecteur quand même que c'est dommage qu'ils ne se concertent pas, parce qu'ils sont autonomes chacun avec la frontière dans leur département, et que des enfants vont plutôt à Rennes parce qu'ils choisissent des options qui sont à Rennes, à discuter, c'est parce que aussi peut-être ça arrange plus les parents de l'Est ici, d'aller à Rennes que de venir à Couette, mais ça enlève 45 à 50 élèves, hein. Donc il faudra peut-être se poser la question. Et donc je lui ai demandé aussi d'attribuer la quinzaine d'heures qui manque. Alors je sais pas, moi je l'ai écrit ça, on verra, enfin je l'ai écrit au proviseur avec copie au inspecteur. Et donc l'importance de maintenir aussi ce lycée ici en enseignement général, c'est un équipement structurant, il y a des personnels techniques, administratifs et enseignants, et les familles surtout qui en bénéficient à proximité. Je me suis étonné qu'on ouvre des sections BTS à Pleurmel, même s'il y a un plateau technique intéressant, en demandant aux élèves, c'est-à-dire Couette large, d'être hébergés à Couette. Donc à un moment, on n'avait créé pas que pour ça, Mona Ozouf, pour que les gens aient le choix là-bas, et pour éviter que les élèves aient à se déplacer. Là, ils créent des sections, et les gens viennent en hébergement à Couette. Dernier point, on a évoqué aussi on a rencontré le général à quelques-uns, là, par rapport aux 80 en Saint-Cyr, et de voir s'il ne pouvait pas y avoir des sections d'enseignement complémentaires de monter à Couette. On pense à la cybersécurité. Donc on va organiser une réunion avec le militaire, la direction de la formation de l'armée, Cesson, transmission, pour voir s'il ne peut pas y avoir des sections complémentaires d'organiser. Ils ont sollicité aussi, on en a parlé l'autre jour au général, parce qu'à l'arrière du lycée, entre le plateau sportif et Brocéliande, là, ils puissent disposer de pistes pédagogiques de conduite pour former des autocaristes. Mais ça ne leur appartient pas, donc on peut voir comment ça peut être transmis ou pas. Et puis je suis intervenu aussi sur on loue un bâtiment à Couette qui a une capacité de 33 élèves, ça nous coûte un petit peu d'argent au final, parce qu'il ne s'agit pas de plomber les familles pour les faire payer trop cher, et donc je lui demande si c'est vraiment utile de continuer. On l'avait fait pour éviter que les élèves aillent ailleurs. Et moi, alors on m'avait dit à l'époque qu'on ne pouvait pas accueillir des élèves qui étaient en BTS, mais a priori ils en accueillent, puisqu'ils s'en font venir de Pleurmel. Donc s'ils en accueillent, peut-être que je voudrais que ce soit lui qui nous saisisse plutôt que ce soit nous qui nous abandonnons ça d'un coup, parce que sinon on va dire vous avez vu, la mairie ils mettent ton truc, ils arrêtent. Moi je veux que ce soit le proviseur. Donc vous aurez tout ça. Puis dernier point, parce qu'il y a des travaux d'envisager de réflexion de l'internat. Moi j'ai eu un échange avec le président de la région là-dessus, et il nous avait dit qu'il ferait une étude. L'étude a été faite, avec pas des travaux là, mais peut-être pour l'année prochaine, ce qui libérerait aussi des capacités d'accueil. Alors je ne sais pas, et donc je lui demande aussi s'il y a un calendrier prévu. Donc vous allez la voir, ceux qui siègent là. Tu l'as eu déjà? Oui, on l'a pas fait. Alors, on l'a fait aujourd'hui, moi je l'ai fait cet après-midi, à 5h. Mais c'est des choses très importantes en termes de maintien de la population et des services ici à Guerre. Donc il faut se mobiliser, je veux dire. Effectivement, je peux vous la passer. Elle est à disposition, je dis ça en priorité à ceux qui sont au premier plan, mais si vous les voulez, vous les avez. Surtout qu'effectivement, si le lycée général venait à la partie
lycée général venait à se réduire, ça veut dire qu'il y a des familles de militaires qui iraient ailleurs. Ouais, oui. Déjà qu'il n'y a plus personne sur le camp. Et j'ai eu vent d'autre chose, j'en ai parlé au maire délégué de Lagacy hier, là, parce que les collèges, il n'y a pas de collège public à Lagacy, il n'y a que les collèges privés. Et la carte scolaire à Lagacy, qui est déterminée, s'agissant d'un collège par le département, les élèves sont orientés vers Redon. Et pour aller à Redon, des fois c'est plus compliqué que de venir ici en termes de temps et d'embouteillage. Et pourquoi pas, ça nécessite les rapatrier ici pour qu'ils remplissent le collège. Et donc ça, c'est vraiment, ça ramènerait, alors, je ne sais pas quelle est la proportion d'élèves qui vont dans le public à Lagacy, hein, que les gens raisonnent aujourd'hui, en proximité, pas forcément quant à la nature du collège privé ou public, ou pour des raisons philosophiques ou professionnelles, et pourquoi pas. Parce qu'il y a à peu près, il y a 12 km de... C'est plus rapide à ici, à mon avis. Il y a 15 km. Je pense que ça va plus vite de venir à côté. Pas au niveau transport scolaire. Il y a du transport scolaire Ouais, qui fait la Gacie. ouais. Il n'y a pas de transport qui fait la Gacie. Ah oui, oui. Ça va à la région. Ah bah oui. Et là, ils sont... Mais autrement, c'est plus rapide. Donc voilà, je dis parce que comme on a été sollicité là-dessus, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres informations des collègues sur la guerre ou pas la guerre. Non. Voilà, sur le budget participatif, on aura à revoter. Je sais pas, Le budget participatif, vous l'avez indiqué on a une enveloppe de 30 000 € sur le budget participatif. Ça a dû être discuté en commission. Oui. Donc, ça a été voté, il y a eu un vote, il y a eu un projet qui a émergé, celui de ce que tu proposes, ton association. Guerre avant de liberté. Adélaïde, en Donc, l'occurrence. il y a une enveloppe pour 30 000 € qui est disponible. Donc ce serait à peu près 12 000 de mémoire pour le projet là. Et le reste, c'était une super braderie que voulaient faire les commerçants dans son mur. Et on dégagerait peut-être une partie de l'enveloppe pour améliorer un peu la décoration de Noël. Mais on ne retiendrait qu'un projet, le projet qui a été voté par la population. Et pour cette année. Et donc c'est quand la fête? Le 14 juin. Ouais, c'est parce que à l'origine c'était l'été, mais l'été il n'y a pas de gens. Oui, voilà, c'était un arbitrage qui avait été fait en partenariat avec la mairie pour s'assurer d'une audience suffisante et comparée à un investissement. Et ces 12 000 € couvrirait Tu pourrais. occasionner. Ouais. Ouais, on était à 11 000. Notre joli petit tableur Excel, on a du mal à avoir certains prestataires. Donc là, on commence à regarder quels arbitrages ils peuvent être faits, parce qu'il faut quelque chose quand même d'ambitieux, et sachant que c'est un one-shot aussi, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être reproduit, donc il n'y aura pas de... Mais voilà, il faut marquer les esprits en tout cas dans l'événement qu'on souhaite faire. On parle souvent, en fait, les gens avec nostalgie de la fête du cheval. On ne peut pas dupliquer la fête du cheval, mais là, si on peut faire un événement qui a un peu le même goût, qui reprend les mêmes moteurs, mais qui ne sera pas la fête du cheval, en tout cas, c'est une idée. Et si ça peut fédérer aussi pas mal d'associations en fait, ensemble, c'est c'est dommage pour la kermesse. C'est ça que si on avait un planning qui aurait repris comme on avait plus ou moins décidé. Mais les kermesses, des fois même publiques et privées, sont le même jour en béton. Il faut bien trancher. Et après, il y a des prestataires qui ont... On n'a pas avancé là-dessus, c'est très difficile de marcher, mais il faut se repencher sur la question, c'est toi qui m'y fait penser. Ce comité des fêtes, là. On devait le faire. Pour réfléchir à ça. À des statuts d'abord, et qu'on se mette d'accord ici, et en commission éventuellement sur des statuts, avant que de retourner devant un groupe. Mais moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on réfléchisse. S'il y a de l'attente, il y en a. S'il n'y en a pas, on ne fait pas. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, mes amis? Non.